Welcome back sur le podcast, j'espère que tout va bien pour vous. Si vous ne me connaissez pas et que vous débarquez sur ce podcast, je suis Jérôme. J'entreprends, donc j'ai 30 ans et j'entreprends à côté de mon travail de salarié et d'autres activités, de faire le diplôme de psychologie, donc de devenir psychologue, de faire la licence et le master. Et je vous raconte ça vraiment semestre par semestre, qu'est-ce qui se passe dans les cours, le temps que ça me prend, les notes que j'ai. Enfin, vraiment, vous saurez tout. J'essaie de vous partager un maximum de choses pour, si vous voulez faire la même chose, ou si vous connaissez quelqu'un qui veut faire la même chose, bah, n'hésitez pas à lui partager ce podcast. Et là, on se retrouve pour le semestre 4. Donc, dans l'épisode d'avant, je vous ai expliqué ce qu'il allait se passer dans ce semestre, où j'en étais. Et là, ça y est, j'ai passé les examens. Il s'est placé, il s'est passé plein de choses. Et je vais vous raconter tout ça. Déjà, on va reprendre un petit peu les matières qu'il y avait à ce semestre 4. Donc, il y avait 10 matières à ce semestre. Donc, la première unité d'enseignement, on a neurobiologie des comportements. Donc là, ça va être tout ce qui est le comportement, donc l'activité sexuelle, l'activité sommeil, l'activité alimentaire, enfin, pardon, le comportement alimentaire, l'activité du sommeil, comportement sexuel, un petit peu voilà, qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est très technique. C'est de la... En gros, si vous vous engagez dans une licence de psychologie, vous aurez beaucoup de SVT. Et là, dans ce cours, c'est vraiment apprendre par cœur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, à cet examen, je m'en suis pas trop mal sorti, j'ai eu 8,5 sur 20, ce qui est pas trop mal. Et pour vous donner une idée, j'y ai passé 29,8 heures, donc à peu près 30 heures, et c'est estimé 36 heures en tout. Donc là, quand je vous donne des temps comme ça, c'est je prends en compte vraiment tout ce que j'ai fait sur la matière, le cours, la prise de notes, les révisions, les exercices, l'examen, et voilà. Et donc à peu près 30 heures pour 36 heures annoncées, ça va. Bon, la note, pourtant je me sentais assez prêt, mais en fait, si vous faites cette matière, c'est vraiment du par cœur en fait. Je trouve que l'examen, comparé à d'autres, est pas mal fait. Je reprends le sujet. En gros, il y a deux questions, c'est des définitions. Par exemple, ici, définissez le terme hypersomnie récurrente, définissez le terme insula antérieur. Évidemment, si vous ne savez pas ce que sont ces termes, vous serez bloqué. Donc, deux définitions. Après, on a un questionnaire à choix multiples qui est un peu piégeux, mais pour le coup, je trouve que c'est pas mal fait. Et enfin, on finit avec un texte à trous. Donc, c'est vraiment une partie du cours qui est reprise et je pense vraiment telle quelle. Donc on a deux définitions sur 4 points, le texte à trous sur 6 points, et donc du coup le QCM sur 10 points. Et voilà ce que je peux vous dire sur cette matière. Moi j'aime beaucoup. Alors j'ai pas une note de ouf, et encore ça va, 8,5 je trouve que c'est correct. J'ai quand même passé ouais, beaucoup de temps. Mais bon, c'est pas la pire des notes. Et ben on enchaîne directement avec, toujours dans cette même unité d'enseignement, donc on a neurobiologie et on a la sémiologie et psychopathologie de l'adulte. Alors là, c'est un cours que j'aime beaucoup. Alors, je l'aime pas beaucoup sur comment il est construit parce que c'est vraiment une centaine de pages de texte. Autant dans neurobiologie, vous avez des schémas, ça vous parle parce que je dis, ok, mon oreille, elle fonctionne comme... pardon, pas mon oreille, mon comportement sexuel, alimentaire, le sommeil. En fait, on peut s'imaginer facilement et il y a des schémas, etc. Alors qu'en sémiologie, là, c'est vraiment 100 pages de texte. Alors, je l'ai trouvé vraiment très bien, hein, ce cours, parce que on voit c'est quoi les troubles thymiques, donc les troubles de l'humeur, c'est quoi les troubles de la personnalité, les troubles névrotiques. Enfin, vraiment, on rentre dans... On peut dire que c'est une matière de psychologue, là, pour le coup. Mais waouh, c'est vraiment beaucoup de connaissances. Et dans ce cours, bah, c'est ma plus mauvaise note pour l'instant. J'ai eu 5 sur 20. Et franchement, j'ai passé l'examen, je me suis dit, ça va, franchement, t'as réussi à sortir des trucs. Et 5, je me suis dit, ah, j'avais prévu d'avoir 8, hein. Bon, 5, ça va. Je trouve que ça va. Pourtant, ça paraît être pas une note de ouf, mais ça va. Et ce cours, j'ai passé 40,5 heures.
Et donc sur 36 heures prévues. Et j'ai vraiment, vraiment passé beaucoup de temps parce que tout est nouveau. Déjà, tous les termes sont nouveaux. Il y a même du vocabulaire qu'on connaît pas, qui sont assez techniques. Et malheureusement, l'examen, pour le coup, n'est pas un QCM, c'est vraiment, si vous vous rappelez, la matière SNFS, système nerveux et fonctions sensorielles. Et ben en fait, c'était la même chose. C'était un examen en 2 questions, 10 points, 10 points. Et bah c'était dur. Pour vous donner un exemple, la question 1, c'était: après avoir cité les 4 caractéristiques spécifiant les troubles psychotiques, selon la nosographie classique, définissez la notion d'idée délirante et précisez de quoi il convient de la différencier. Allez, je vous donne la question 2. Décrivez la réaction névrotique aiguë sur le plan symptomatique, puis précisez si elle organise ou non un remaniement de la personnalité. Et là, il faut vraiment bien définir. Et en fait, voilà, les 2 questions tiennent sur 5 lignes. Et si vous savez pas un des termes, bah, ça va être difficile de vraiment broder. En plus, pareil, la prof est très, et c'est très bien, hein, elle est très pointilleuse sur les termes. Voilà, vous avez un petit peu l'idée de cet examen. Je déteste ces examens avec 2 questions sur 10 points. Pour le coup, je trouve ça assez antipédagogique. Parce qu'il suffit que vous sachiez pas une des questions, ce qui m'est arrivé à un autre examen, bah déjà vous partez sur 10 points. Et en plus, il faut être ultra précis. Alors ça, admettons, évidemment, il faut qu'on soit précis. Mais je trouve que, je l'ai peut-être déjà dit, mais faire un QCM et des questions, ça pourrait être pas mal de faire un mix. C'est en ce sens que l'examen de neurobiologie, je l'ai bien aimé parce que c'est très technique, c'est par cœur, par cœur. Mais au moins, il y a du texte à trous, du QCM et des questions. Et qu'on se retrouve avec 2 questions, ouais, j'avoue que ça me fait un peu flipper. Et pour le coup, je savais à peu près. Mais bon, vu que j'ai eu 5, bon, j'ai pas dû donner ce que la prof voulait. Mais c'est pas grave. Honnêtement, je trouve que c'est 5, c'est pas trop mal. Mais on y reviendra plus tard. Sur les notes en dessous de 10. Ensuite, on avait une unité d'enseignement avec une matière qui s'appelle apprentissage scolaire. Et donc, apprentissage scolaire, c'était un examen. Donc, en fait, vous avez le choix entre, je crois, 2 ou 3 matières. Et moi, j'ai pris ça, apprentissage scolaire. Et en gros, c'est un cours qui va expliquer, en gros, comment on apprend à lire, en 2 mots. Et l'examen, il consiste en 3 questions, 8 points, 6 points, 6 points. Et là, c'est pas mal. Pour vous donner un exemple, la question, c'est les mathématiques peuvent susciter des émotions négatives chez certains élèves. Vous êtes chercheur et vous souhaitez évaluer l'effet d'une tâche de mathématiques sur le ressenti émotionnel des enfants. Comment procéder? Vous détaillerez la population, l'objectif et la méthode. Ça, c'est une vraie question d'examen. On fait appel évidemment à vos connaissances, parce qu'il y a des choses qu'on a vues dans le cours, et aussi une capacité d'élaboration. Imaginez une expérience. Et autre exemple de question, donner une définition de la conscience phonologique. À votre avis, quel exercice pourrait être proposé aux enfants pour entraîner cette capacité? Pareil, conscience phonologique, vous savez pas. Et après, on peut proposer un exercice. Alors évidemment, il faut connaître un peu le concept pour proposer un exercice qui est adapté. Et j'ai trouvé ça très correct comme examen. Ça m'a plutôt amusé, en fait, de le faire. Et pour le coup, c'est une matière relativement facile parce qu'il y a beaucoup moins de choses à apprendre. Et l'examen est... En fait, si je retiens un seul truc des examens, c'est que la matière peut être très dure, mais si l'examen est adapté, ça va. Et évidemment, à l'inverse, si le cours est très dur avec l'examen et si vous avez 2 questions sur 10, bah, ça devient vite compliqué. Si on a une matière qui est relativement facile, entre guillemets, pareil, l'examen, en fait, on peut vous piéger très facilement avec 2 questions sur 10 points. C'était pas le cas, j'ai trouvé ça très adapté. Ensuite, dans cette unité d'enseignement, on a une matière qui s'appelle catégorisation sociale et stéréotypes. Donc dans cette matière qui porte assez bien son nom, en fait, on va revoir les concepts de stéréotypes, préjugés et discrimination. C'est plus de la psychologie sociale, quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et en gros, cette matière n'est pas un examen, c'est un devoir. Allez, je retourne le voir très rapidement. On devait en gros définir 3 termes qui nous paraissaient importants sur une page. Moi, par exemple, c'était catégorisation sociale, préjugés et la menace du stéréotype. Et ensuite, on avait un résumé d'articles
où on le découpe, on dit c'est quoi la problématique, les hypothèses de recherche, c'est quoi la méthode utilisée, c'est quoi les participants, c'est quoi la procédure, c'est quoi les résultats, c'est quoi la conclusion, la discussion. Et en gros, pour avoir fait d'autres devoirs, j'ai l'impression qu'on retrouve ça très souvent. Je leur dis, c'est problématique, hypothèse, méthode, participants, la procédure, les résultats, la discussion, conclusion. J'ai bien aimé faire ce devoir. C'était un devoir, et en fait l'article était comment sont perçues les personnes au chômage au sein de la société française. Étude de la composition du stéréotype. Donc en fait, c'est ça que j'ai oublié de préciser, on avait un corpus de textes et il fallait en choisir un sur lequel on voulait travailler. Moi, ça a été celui-ci. Donc pour cette matière, j'y ai passé 12,3 heures sur 15 annoncés, donc voilà, c'est pas mal. En fait, j'ai estimé qu'à peu près un devoir, c'était environ 10 heures. C'est entre 10 et 15 heures, ça dépend. Et à ce devoir, j'ai eu 16, donc je suis plutôt très satisfait. J'arrive jamais à les gratter des 20, mais ouais, je trouve que 16 c'est correct. J'avais prévu d'avoir 13,5. Bon. En fait, j'essaie toujours d'estimer ma note quand je rends un devoir ou un examen. Je me dis, tiens, combien. C'est un peu pour me dire, tiens, combien je pourrais avoir. Bon, là, j'ai eu plus, donc c'est cool. C'est pas toujours le cas. Et ensuite, on passe avec une matière, une nouvelle unité d'enseignement qui contient statistiques avancées en sciences humaines et sociales et méthode expérimentale. Alors là, les statistiques, je sais que ça ravit pas beaucoup de gens. Moi, je trouve que ça va, j'aime bien. C'est peut-être mon passé d'ingénieur des fois qui ressort. Pour autant, j'avais jamais fait des statistiques comme ça, hein, et j'y passe vraiment beaucoup de temps. Bon voilà, la matière porte très bien son nom, on parle de statistiques, et là c'est plutôt sur les probabilistiques. Donc là, on va vous parler du chi carré, je sais jamais comment on dit chi carré, qui carré, des tests de student, des, euh, des hypothèses nulles, des hypothèses alternatives, de la valeur P, enfin, vous verrez tout ça. Euh, le cours est assez long à lire parce que c'est un morceau de livre. Et waouh, ça fait, je sais plus, beaucoup, beaucoup de pages. Et j'y ai passé en tout ouais, 39,9 heures pour quelque chose annoncé à 30 heures. Donc voilà, ça m'a pris vraiment, vraiment beaucoup de temps. Parce que là, pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire il y a beaucoup de cours, mais aussi beaucoup d'exercices sur lesquels on peut s'entraîner. Et il y a une personne qui a étudié, qui est en avance en tout cas sur nous, qui fait justement des lives ou des vidéos YouTube sur ça, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Merci à elle si elle écoute ce podcast, ça m'a beaucoup aidé. Et disons que j'aime bien parce que c'est facile entre guillemets, parce que c'est appliqué, à l'inverse de sémiologie, neurobiologie, tout ça, c'est pas appliqué. Alors que là, vous sortez votre calculette, enfin évidemment vous réfléchissez avant, mais surtout on sort sa calculette et puis c'est concret. Voilà. J'aime bien. C'est pas forcément facile, mais j'aime bien. Et à cette matière, je suis extrêmement satisfait parce que j'ai eu 18 sur 20. Donc, waouh, très, très, très content. J'avais prévu d'avoir 15, j'ai eu 18. En fait, c'est soit j'avais faux à des choses et j'aurais eu beaucoup moins. Mais en fait, du coup, apparemment, j'ai fait les bons choix. Donc voilà, je suis très content. Et pour parler, pardon, très rapidement de l'examen que j'ai sous les yeux, en gros, il y avait 5 problèmes, 4 points chacun. Et dans cet examen, vu qu'on est en présentiel, on n'utilise pas le logiciel Jamovi, pareil, je ne sais jamais comment on le prononce, le logiciel qu'on utilise pour les statistiques. Alors, le logiciel est juste là pour appliquer ce que vous avez compris. Donc, déjà, si on ne réussit pas les exercices, c'est assez difficile d'utiliser le logiciel, on peut facilement faire des erreurs. Bref, pour l'examen en présentiel, pas de logiciel. Ici, on n'avait pas de capture d'écran, mais des fois, apparemment, il y a des examens où il y a des captures d'écran du logiciel avec des résultats, il faut les analyser, tout ça. Là, il nous donne tout ce qui est table de la distribution de T de student, la table, la distribution de chi carré, la table de la loi normale centrée réduite. Ouais, ouais, ça vous parle hein, si vous avez fait ces cours. Et en gros, voilà, c'est des petits exercices qui résument. Moi, j'ai trouvé bien l'examen. Le niveau était adapté. Allez, je vous en donne un petit juste pour la forme. Une entreprise affirme que le poids moyen de leurs produits est de 500 grammes.
un échantillon aléatoire de 36 produits à un poids moyen de 490 grammes avec un écart type de 20 grammes. Effectuer un test Z pour déterminer si le poids moyen des produits est significativement différent de 500 grammes. Donc voilà, c'est plutôt des problèmes, les exercices. Il y avait deux questions de cours. Par exemple, expliquer le concept de l'échantillon et expliquer la différence entre une population et un échantillon. Quelle est la différence entre les erreurs de type 1 et de type 2? Mais globalement, c'est beaucoup d'exercices. Donc voilà pour cette matière statistique. Ensuite, toujours dans la même unité d'enseignement, on a la méthode expérimentale. En gros, c'est l'idée de bien comprendre, dans cette licence, l'idée c'est de bien comprendre comment on construit des bonnes expériences. Et à chaque fois, on a souvent des cours sur ça en fait. Donc si vous vous lancez dans une licence de psychologie, vous aurez beaucoup de cours de type SVT, de type statistique, de type comment monter une bonne expérience. Et il y a plein de cours là-dessus. Et de temps en temps, vous aurez un cours de psychologie sociale comme stéréotypes, les préjugés, tout ça, ou sémiologie qui est un cours de vrai psychologue, entre guillemets, psychologue clinicien en tout cas. Et dans ce cours de méthode expérimentale, on retrouve voilà, comment formuler les hypothèses théoriques, donc c'est quoi les types d'effets, c'est quoi les différentes variables indépendantes, dépendantes, modératrices, médiatrices. On retrouve comment manipuler et mesurer les variables de l'expérimentation, parce que dans toutes les expériences, il y a des biais de réponse, la désirabilité sociale, l'effet de la demande, etc. Et on voit toutes les recommandations, des échelles de mesure, et on voit aussi comment choisir le design expérimental. Bon voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez l'idée. C'est comment concevoir une bonne expérience en gros. Et donc là, c'est vraiment une expérimentation, méthode expérimentale. Et donc l'examen là, très simple, c'est un QCM. Et je précise bien un QCM, donc une bonne réponse sur 5 ou sur 4, ça dépend des questions. 20 questions, et vous choisissez la bonne réponse. Donc là, évidemment, on voit que comparé à d'autres examens où il y a des questionnaires, des questionnaires à réponse multiples, c'est déjà beaucoup plus dur. Alors que là, un QCM, de toute façon, vous avez une chance une chance sur 4 ou une chance sur 5 d'avoir la bonne réponse. Ce qui aide vachement, en fait, pour avoir une bonne note. Mais il faut quand même bien connaître le cours. Et j'ai bien aimé parce que autant c'est un QCM relativement facile, autant parfois il met des réponses qui sont, par exemple, aucune des réponses ci-dessus n'est correcte. Et ça, je peux vous assurer que parfois, ça vous met le doute. Alors c'est bien parce qu'il en a pas mis partout non plus, mais il y a des endroits, quand il les met, on se dit est-ce que j'ai bon, est-ce que j'ai pas bon? Enfin, en fait, on doute vachement si on connaît pas 100% le cours. Mais voilà, tout ça pour dire que relativement, le cours est simple, l'examen, pour le coup, était simple. J'y ai passé 13,5 heures pour une estimation à 24 heures annoncée. Et en note, j'avais prévu d'avoir 15 et j'ai eu 16. Donc pareil, très satisfait. Mais imaginez, vous me mettez un QCM, je reviens toujours là-dessus, mais le mode d'examen est très très important. Si sur cette même matière, qui est relativement simple, on me met 2 questions sur 10 points, définissez-moi le design expérimental 2-2, je sais pas, et ben en fait on peut vite finir à des notes très mauvaises. Et encore une fois, c'est pour ça que je trouve que parfois c'est un peu antipédagogique le type d'examen. Je dis pas qu'il faut faire des QCM partout, mais parfois je trouve que les examens sont pas adaptés aux matières. Voilà pour les examens déjà. Ensuite, on a l'unité d'enseignement des mineurs. Ce qu'ils appellent les mineurs, c'est c'est 2 matières que vous allez choisir en L2 et que vous allez avoir en L2 et en L3 et on ne peut pas changer. Donc moi j'ai choisi la mineure déjà, la mineure 1, handicap vécu et accompagnement. On va dire que c'est un peu plus le côté psychologue clinicien, en gros. Et ça, c'est un super devoir. Alors là, c'est un vrai devoir. C'est pas un devoir où vous résumez des articles, vous faites des synthèses, tout ça. Là, c'est un devoir où il faut interviewer quelqu'un, enfin lui faire passer un questionnaire. Alors déjà, il faut trouver la personne. Donc moi, alors évidemment, il faut pas connaître cette personne, ni personnellement, ni professionnellement, ni tout ce que vous voulez. Et parce que souvent, on connaît des gens, je crois que j'en ai parlé dans l'autre épisode, mais on connaît souvent des gens qui sont malades, tout ça. Non, justement, le but, c'est de pas les connaître du tout, parce que ça peut biaiser la réponse, parce que ça peut influencer, parce que la personne peut ne pas tout vous dire. Bref, faut pas la connaître. Petite astuce, je me suis dit,
Alors, j'ai fait appel à mon réseau et j'étais assez étonné parce que on m'a aidé à trouver 3 personnes et les personnes qui m'ont proposé ces personnes, se sont dit: «Ouais, elles vont répondre positivement, pas de souci». Et en fait, ça n'a pas été le cas. Les personnes ont souvent dit non et j'ai été étonné parce que je me suis dit c'est là où on voit qu'en fait la maladie, le handicap est quelque chose de très, bah, c'est très personnel, c'est un sujet, qui peut être, mal vécu, enfin et on n'a pas envie forcément de parler à un inconnu, qui débarque, qui est étudiant en licence 2 de psychologie. Et je me suis dit: «OK, je change de technique». Alors pour vous préciser, j'avais trouvé quelqu'un, mais en fait que je connaissais en plus, j'avais déjà travaillé avec elle il y a longtemps, mais bon, je la connaissais, c'était une amie de ma mère. Et en fait, on m'a fait prendre conscience que, bah, non, c'était beaucoup trop proche, même si je la vois très, très, très peu. Le but, c'est de vraiment pas connaître la personne. Du coup, j'ai dit: «OK, non, on annule, je vais trouver quelqu'un que je connais pas du tout». Et du coup, je me suis dit: «Bon, c'est quoi la solution?» Et je me suis dit: «Bon, je vais m'inscrire sur des groupes, Facebook». Je me suis dit: «C'est le meilleur endroit, je pense, pour trouver» parce qu'il y a beaucoup de groupes sur, je sais pas, le cancer, le diabète, la maladie de Crohn, en fait, il y a plein de groupes où il y a une sacrée communauté dessus. Ça veut pas dire que les gens vont vous répondre, mais j'ai bien précisé en me faisant accepter dans ces groupes, en disant: «Voilà, je suis un étudiant», pour que les administrateurs, ils se disent pas: «Oui, on l'a accepté, comme ça». Non, en fait, j'ai bien expliqué: «Je suis un étudiant, je cherche quelqu'un à interviewer qui a une maladie somatique, blablabla, bla, 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 bla». Et j'ai créé un message et il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu et il y en a une vraiment qui m'a vraiment répondu, qui a répondu à mes messages après, les messages privés. Et du coup, voilà, je suis parti avec cette personne. On a organisé ça, il faut faire signer un formulaire de consentement et lui donner une lettre d'information qui explique le projet. Bon, ça, c'est le prof qui vous donne ça. Et voilà, j'ai fait passer l'entretien, donc ça a duré, je sais pas, 15... Ouais, l'entretien, ça a duré 15 minutes. On enregistre, si la personne l'accepte, bien sûr. On enregistre ce que la personne dit, et après, il faut le retranscrire. Et après, vous faites toute une analyse sur son vécu. Et en fait, le but de ce dossier, c'est de chercher à évaluer le vécu du statut de malade et le rôle que l'acceptation ou le rejet de ce statut a pu jouer dans le travail de la maladie. Vous avez un petit peu l'idée. Et en gros, il faut faire 5 pages là-dessus. Donc, on a petite intro, comme une petite partie théorique, on doit redéfinir c'est quoi l'approche psychomatique. Ah, j'arrive plus à parler. On doit déjà définir c'est quoi l'approche psychosomatique, l'approche psychologie de la santé et les termes qu'on va utiliser. Et après, ça c'est à peu près 2 pages. Et après, on a 3 pages où on doit reprendre ce que la personne a dit, donc on l'a retranscrit. On a pris l'audio, on l'a retranscrit. Et après, en fait, il faut utiliser ce que la personne a dit pour faire le lien avec le sujet. Et c'est pas si facile que ça. Alors, il y a un cours qui est très bien fait, qui explique plein de concepts. Et en fait, quand on écoute la personne, alors déjà, on l'écoute avec les oreilles, mais on regarde aussi comment elle se comporte par rapport à ce qu'elle dit. Donc là, c'est pour ça que je vous dis que c'est un vrai devoir et très. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. En gros, il faut faire le lien entre le sujet et ce que la personne vous a dit et de voir comment elle a vécu ce statut de malade, ce qu'elle a accepté, rejeté, où en est le travail de la maladie, qui est un concept. Et c'est pas facile parce que sur en gros, 3 pages, bah, la personne va dire dit beaucoup de choses, il y a plein de choses intéressantes, mais faut faire le tri. Voilà, pour tout vous dire, je n'ai pas rendu ce devoir encore. Parce qu'en avril, donc les examens étaient fin avril, et je me suis dit, c'est soit tu fais tout à l'arrache. En plus, j'ai eu plein de refus, il a fallu trouver la personne, organiser le rendez-vous. Alors moi, je l'ai fait passer en visio d'ailleurs. Mais voilà, de ce moment, je me suis dit, il faut faire un choix, il faut prioriser. Et je me suis dit, ok, les examens first, je rends pas le devoir. Et du coup, si on rend pas, on peut le rendre une deuxième fois. Enfin, on peut le rendre... Là, alors, je vais essayer de vous expliquer simplement. Quand vous faites un devoir, c'est comme un examen. Si vous le passez pas la première fois, ou vous le rendez pas la première fois, vous pouvez le passer une deuxième fois. Mais attention, ce devoir peut changer, et on verra ça après. Et en gros, ici, l'avantage, c'est que le devoir est le même, parce que vous voyez que c'est très très dense, hein. Le devoir est le même entre la session 1 et la session 2. Et du coup, je me suis dit, bon, let's go, je ferai le devoir après. Donc là, je suis un peu dans... J'en parlerai dans le prochain épisode, mais
je suis assez proche de la fin. Voilà, super idée de devoir, mais pas facile parce qu'il faut se débrouiller à trouver la personne, enfin, c'est et puis c'est la première fois qu'on a une vraie posture qui fait un peu peur en fait de bah, voilà, on est en face d'une personne, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas un entretien comme vous l'entendez, sûrement, ou vous l'imaginez, c'est la passation d'un questionnaire. En gros, on a 10 questions à poser à la personne, dans l'ordre. Je pose la question A, 1, ta 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 ta, la personne répond. Je pose la question 2, ta 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 ta, la personne répond, etc. Et en fait, vous ne pouvez pas faire de relance, ajouter des questions complémentaires. En gros, vous posez la question, la personne répond, point barre. Et c'est pas facile parce que des fois on a envie de relancer ou de la personne. Alors moi j'ai eu de la chance parce que la personne parlait bien, j'avais bien expliqué le comment ça allait se passer pour dire attention, moi je pose les questions et après bah voilà, je ne parle plus. Mais exercice intéressant s'il est bien préparé. Et là déjà sur ce devoir, en ayant juste lu le cours et fait le devoir, parce que je suis assez proche de la fin, j'ai déjà passé 20 heures quand même. Donc c'est quand même pas banal. Mais bon, il est estimé à 30 heures, donc bon. Ensuite, et là, on arrive sur le point de la galère. Putain. Par quoi commencer? Je dois vous dire que je me considère comme quelqu'un de organisé, voire très organisé. Et là, ça n'empêche pas de faire des erreurs. Et là, j'en ai fait une grosse qui m'a coûté cher en temps, en tout cas. En gros, je suis dans la mineure. La deuxième mineure que j'ai choisie, qui est ici émotion et prise de décision. Super intéressant. Et ça porte très bien son nom. Ça parle justement des émotions et liées à la prise de décision. Et en gros, on doit faire un mini dossier de 2 pages. On a un article à lire qui est défini. Déjà, article en anglais. Bon, ça, c'est préparez-vous, hein, c'est un grand classique. Je crois qu'il dit il y a 80% des articles dans le monde qui sont écrits en anglais. Donc, forcément, on a des articles en anglais. Mais alors, celui-ci était particulièrement difficile sur quelque chose de très technique dans le cerveau. Mais bon, admettons. Pour vous donner une idée, juste le titre, c'était Structural Connections Support Emotional Connections, Uncinate Fasciculus Microstructure is related to the ability to decode facial emotion expressions. Voilà pour le titre. En gros, c'était comment on décode les émotions faciales, mais vraiment, techniquement, dans le cerveau, il y a une partie qui aide à faire ça, le uncinate fasciculus. Et c'est pas que j'ai pas aimé le devoir. Alors, j'ai pas aimé le devoir parce que déjà, il faut faire l'effort de traduction. Et je m'étais embarqué à demander enfin, il y a des gens qui avaient proposé une traduction, qui avaient traduit le texte et qui, avec un logiciel qui avait dit bah voici. Et en fait, j'ai fait l'effort d'abord de le lire en anglais et de me dire ce que j'aurais pas compris, bon, je vais utiliser la traduction. Et en fait, la traduction m'a peu servi. Évidemment, ça m'a quand même servi, mais finalement, le lire d'abord en anglais m'a bien servi, mais parce que, évidemment, tout le monde n'a pas le même niveau en anglais. Moi, je suis pas du tout bilingue, mais genre, ça va. C'est un truc technique, c'est juste qu'il y a des termes justement trop techniques où là, ça devient pas facile à lire. Bref. Article en anglais, et ce qu'il fallait faire, c'était résumer l'article avec le contexte, la méthode, les résultats, la conclusion de l'étude. Mais aussi, il fallait faire une discussion structurée. Il fallait rapprocher avec le cours, avec ce qu'on avait vu dans le cours, l'article qu'on a lu. Il fallait mettre en relation l'article avec d'autres sources. Il fallait faire des apports de l'article par rapport aux notions abordées dans le cours et aux autres sources. Et enfin, il fallait voir les limites de l'article et les suggestions. Et autant résumer l'article, une fois qu'on a compris l'anglais, qu'on a compris un peu le technique, machin, ça va. Le rapprochement avec le cours, ça va. Et moi, j'ai un gros problème, je pense, avec la mise en relation de l'article avec d'autres sources. Trouver d'autres sources, c'est pas encore très naturel pour moi. Je sais pas, je fais peut-être pas très très bien mes recherches. Je sais pas, je fais peut-être pas très bien les recherches, mais j'ai du mal à trouver des ressources. En plus, il faut quelque chose qui a un lien, puis des fois on trouve pas. Et ça, c'est un vrai travail et pas facile, je trouve. Donc voilà pour ce devoir. Et tout ça en 2 pages, hein. Donc en fait, même le résumé de l'article, il faut faire ça en 20 lignes. Et en fait, c'est pas facile parce que là, il y a des termes ultra techniques. Il faut parler du contexte, des méthodes, des résultats et de la conclusion. Mais en 20 lignes, en environ 20 lignes, c'est pas si facile que ça. Bref, souvent je rends mes devoirs le dernier jour.
Et là, on arrive à la partie galère. Je rends souvent mes devoirs le dernier jour. Et jusque-là, c'est pas un problème, j'ai jamais eu de soucis. Souvent, les dates l'heure de rendu, c'est plutôt 22 ou 23 heures. Et donc, à 18h30, je me dis, ça y est, je l'ai fait relire je l'ai fait relire. Je l'ai fait relire là. En fait, je l'avais fini 2 jours avant, mais je l'ai fait relire. Je me suis dit, le dernier jour, tu prends le temps de bien revoir si la bibliographie, elle est bien aux normes APA, que tout est bien, de faire une petite dernière relecture. J'aime bien faire ça avant, ce qui est plutôt une bonne pratique, mais pas le jour même. Et là, bah, je me dis 18h30. Ah oui, point important aussi, j'ai passé mon devoir dans Compilatio. Compilation, ça permet de regarder si vous faites du plagiat ou pas. Et même si vous ne le voulez pas consciemment, bah, des fois on copie des parties de texte, on les cite pas bien. Donc voilà, vaut mieux passer son devoir dans Compilation pour être sûr. Et donc je refais une dernière passe, le truc est ok. Je me dis, bon, là on est pas mal. Je sais pas, il devait être 18h, 18h40, je me dis voilà, on est pas mal, tout ça. Et bim, à 18h48 exactement, je veux poster le truc, je vais sur Moodle, la zone de dépôt, et là je vois que la zone de dépôt est fermée. Je me dis, bah attends, il est pas 22h là. Et bien c'est normal parce que la zone de dépôt était fermée à 18h. Et il était 18h48, très exactement. Et là, je sais pas comment vous expliquer la. J'ai même pas le mot pour ça, le désarroi, le énervé. Énervé mais contre soi. Et de me dire, merde, mais je suis trop con, je note toujours bien les deadlines sur mon agenda, tout ça. Et là, en fait, c'est 18h, bah, je l'avais pas noté dans l'agenda, j'avais mal noté, et puis j'ai attendu le dernier moment. Voilà. Donc même quand on est assez organisé, bah, on peut faire des erreurs. Et quand je vous dis que ça m'a coûté cher, c'est juste que ça m'a coûté ouais, une dizaine d'heures de travail quand même. Et j'ai passé du temps, et puis à côté, il y a d'autres choses, à faire, hein. Donc dit autrement, j'avais un peu le seum, ouais. Et je me suis dit, bon, allez Jérôme, envoie un mail au prof, de toute façon tu peux pas le déposer ici, on sait jamais. Et j'ai dit, voilà, bonjour monsieur, je reviens vers vous pour le devoir DN34EN03 de votre matière émotion et prise de décision. J'ai noté un mauvais horaire pour le rendu de devoir. Il est 18h48 et je suis fort déçu de découvrir que l'horaire était de 18h pour le rendre. Je pourrais vous dire que je n'ai pas réussi à uploader le fichier sur Moodle, mais ce serait mentir. Je préfère être honnête, d'autant que je l'avais terminé hier. PS, c'est vrai, hein. Pouvez-vous s'il vous plaît recevoir mon devoir, bien qu'il ne soit pas posté sur la plateforme Moodle? Bonne journée. Et j'ai eu une réponse 3 jours plus tard, donc après le week-end, donc réponse rapide. Déjà, réponse, c'est pas toujours le cas. Je vous donne toutes ces infos pour que ça serve. Voilà, que ça vous arrive pas. Et le prof m'a répondu: Bonjour, je vous remercie pour votre message que j'ai lu avec attention. En réponse à votre demande, je me permets de vous indiquer que, comme cela vous a été indiqué, seuls les mini-dossiers téléversés avant leur limite pourront être pris en compte et corrigés. Il est, en effet, essentiel de respecter le principe d'égalité entre les étudiants et de ne pas faire d'exception, sachant que vous disposiez de plusieurs semaines pour déposer votre examen sur la plateforme. Je vous remercie pour votre compréhension et vous souhaite une très bonne continuation, bien cordialement. Bon, je suis très content qu'il m'ait répondu. Déjà parce que, en fait, le pire, c'était pas de... Enfin, évidemment, j'ai eu le seum de pas avoir déposé mon truc, mais le pire, c'est de pas avoir réponse. Et là, j'ai une réponse, je me suis dit, ok, ça y est, tu peux passer à autre chose. Il va pas recevoir ton devoir. Donc, si ça vous arrive, je sais pas si c'est valable pour tous les cours, j'ai pas envie de tester. Mais en tout cas, pour celui-ci, c'était vraiment niette, tant pis. Et en même temps, c'était bien marqué sur Moodle. Attention, ça sera pas pris en compte. Mais bon, on est étudiant, on essaie toujours de gratter un peu. Et ce qui me nerve d'autant plus, c'est que je l'ai pas fini au dernier moment, c'est que je l'ai fini la veille, mais je me suis dit oui, je vais prendre le temps de corriger, de vérifier. Non, au pire, ce que ça m'a appris, c'est que vaut mieux le rendre. Même avant, vous n'êtes pas sûr à 100%, bah vous le déposez au cas où dans la plateforme, au moins il est là. Et au pire, bah vous oubliez de le redéposer, mais au moins il est là et il sera. Enfin, vous n'aurez pas de problème. Voilà, fallait que je vous partage ça parce que j'ai vraiment, vraiment eu le seum. Et du coup, j'ai refait un autre devoir en session 2. Donc là, j'ai rendu, qui était sur un autre article. Donc là, pour le coup, pas possible de reprendre le devoir et de le redonner au deuxième. Non, non, non. Il fallait refaire un autre article. Donc, on a de la chance, l'article était un peu plus simple à comprendre. N'empêche que fallait refaire tout ce
toute cette compréhension d'un nouvel article, de faire le lien avec d'autres sources, etc. Allez, on passe à autre chose, ce devoir, voilà, je l'ai rendu, et donc en session 2, on verra ce que ça donne. Ensuite, deux dernières matières. Alors, on a la matière qui s'appelle, donc c'est dans les compétences transversales, et là, on a une matière qui s'appelle tremplin réussite et master, accompagnement à l'élaboration de son projet universitaire. Alors là, c'est un projet, si vous vous rappelez, au semestre 1, au semestre 3, on a fait une matière qui s'appelait les métiers à l'issue de la licence de psychologie. Bah là, c'est un petit peu la suite, si vous voulez. Et le rendu du devoir est particulier. En fait, il fallait faire un commentaire de 10 lignes et une sorte de poster, enfin un poster. Moi, je l'ai fait en mode PowerPoint, mais un peu en mode poster. Donc juste 10 lignes et un PowerPoint. Et évidemment, il y a tout un... Alors, c'est bien... J'aime bien ce cours-là, parce que, évidemment, moi, je fais une formation pour accompagner les transitions professionnelles, et c'est un petit peu ça. On retrace un petit peu son chemin généalogique, on se pose plein de questions, etc. Mais même si j'ai bien fait les exercices, et vraiment je les ai relativement bien faits, bah faire 10 lignes sur de résumé et un poster qui résume tout ça, et en plus on peut pas mettre beaucoup de texte dans ce poster, justement c'est un peu le but, c'est d'arriver à imaginer de faire imaginer un poster, mais où il n'y a pas beaucoup de texte, où il y a plein de petites images, d'illustrations, même d'aquarelles si vous voulez, enfin vous pouvez faire même un truc très manuel, moi je l'ai pas fait, hein, je l'ai fait en digital, mais très manuel. Pour vous donner une idée, moi j'ai pris le PowerPoint, j'ai fait une image avec plein d'images, de passion, de la licence, enfin, faut essayer d'imaginer, désolé, vous l'avez pas sous les yeux. Et après, j'ai pris cette image et j'ai rajouté du texte avec mon iPad et le stylet, l'Apple Pencil, là. J'ai rajouté des phrases, des mots, des machins, mais vraiment des petites choses. Et on comprend pas trop comment c'est noté, en fait, cette histoire. J'ai regardé ce que disaient les étudiants sur cette matière. Et c'est juste la manière de noter est très obscure, parce que en gros, le prof disait, on vous note sur votre engagement dans la matière. Sauf que je trouve que c'est difficile de noter un poster et un commentaire de 10 lignes pour le coup, et d'arriver à soulever l'engagement de la personne. Parce que pour le coup, je m'étais dit, ouais, je vais avoir 18 à cette matière, j'ai eu 13,5. Ça va, c'est pas non plus, c'est pas catastrophique, mais pour le coup, moi j'aurais préféré avoir plus. Et j'y ai passé 8 heures, 8,3 heures, pour annoncer 15 heures. Mais j'ai vraiment fait tous les exercices, tout ce que vous voulez, mais je sais pas, ça a pas inspiré le prof apparemment. Donc voilà pour cette matière. Alors j'aime beaucoup ce genre de matière. En plus, ça fait un petit peu. C'est pas de la neurobiologie machin, c'est quelque chose. Vous parlez à vous-même de votre parcours, ça vous fait réfléchir sur aussi le master, c'est un peu le but, hein. Réfléchir un peu le master. Moi, plus ça va, plus je vais vers la psychologie sociale, du travail. Ça fait réfléchir. C'est pareil. C'est une sorte d'accompagnement, transition professionnelle en fait. Et enfin, pour terminer, on a la matière. Alors là, c'est un EC libre, il y en a plein différentes. Moi, j'ai choisi, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ce sujet, et en même temps, je me suis dit, pourquoi t'as pris ça? J'ai pris la philosophie. Le cours était pas mal fait. On avait du cours de temps en temps. Voilà, sur la philosophie, c'est comment faire un bon argumentaire. Voilà. C'est pas non plus, oui, Aristote, il a fait ci, machin, il a fait ça. C'était plutôt sur vraiment la philosophie un peu appliquée. Et le devoir, ça consistait à lire un texte. Et moi, j'ai fait quoi? Je sais plus. Donc, fallait lire un texte. Je crois qu'on avait le choix entre plusieurs textes. J'ai un doute, mais bref, fallait lire un texte. On avait une problématique. Enfin, pardon, il fallait trouver une problématique par rapport à ce texte et par rapport à ce texte. Moi, par exemple, c'était la responsabilité d'un individu doit-elle être déterminée selon ses actes ou ses intentions. Et après, bah, vous faites comment on appelle ça? Donc, je reprends, je me suis un peu perdu. En gros, sujet, à partir de l'extrait du texte de Raymond Aron, causalité et responsabilité, vous avez le choix entre deux exercices, soit le résumé, soit la dissertation. Et en gros, en 2 pages, il faut arriver à faire ça. Donc soit on faisait le résumé en 1 page, soit on faisait la dissertation en 1,5 page. Et
Je pense que je suis meilleur en résumé, mais j'ai pas pris le résumé parce que là, le texte me paraissait vraiment, vraiment dur. Et du coup, j'ai pris la dissertation et j'ai eu 11 sur 20. Je pense que pour le coup, là, c'est assez cohérent de... Ouais. J'ai passé quand même 10,3 heures en tout hein, sur la matière. Ça va, je trouve que 11 sur 20, bon, je vais pas retenter un autre devoir hein, si vous voulez, c'est pas le but. Donc voilà à peu près pour toutes ces matières. Ouais, je suis un petit peu rentré là dans le sujet, mais il y a eu plein de choses, notamment rendre un devoir en retard, mauvaise idée. Ne pas rendre un devoir pour le rendre en session 2, parce que j'avais pas le temps clairement. Et donc le prochain épisode portera sur justement la préparation à la session numéro 2, pour notamment les examens de neurobiologie et de sémiologie, parce que je vais les repasser. Et du coup, je vais aussi repasser système nerveux et fonctions sensorielles, quelque chose que j'avais raté au semestre 3, 1,25 sur 20 pour rappel. Et du coup, là, je vais retourner à la fac bientôt pour ça. Mais je vais faire un autre épisode pour expliquer. Voilà, j'espère que cet épisode un petit peu long vous aura plu. En attendant, bah, si vous êtes à la fac, courage à vous. Si vous faites la session 2 des examens, courage à vous. Et pour ceux qui voudraient se lancer, bah, j'espère que ça vous donne la vraie réalité de ce qui se passe. Alors évidemment, c'est la réalité, mais en même temps, c'est subjectif parce que je fais un certain choix de matière et moi, je passe un certain temps et voilà, et j'ai certaines notes. Mais ça vous donne, je pense, une idée à peu près de ce qui se passe dans la réalité à la fac de Paris 8. Et j'espère que voilà, tout ça vous plaît. Et j'espère aussi que ça vous décourage pas de devenir psychologue. Je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode. À bientôt!